Lundi 17 juin 2019, c'est la deuxième partie du 6e mois de l'année. Très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous matinal avec aux commandes Christelle Lakoussa qui va assurer la respiration technique de ce rendez-vous tout au long de cette semaine. À chaque jour suffit sa peine, dit-on, à chaque jour suffit son argent, son salaire. Tout est dit parce que dans la thématique, aux alentours de 7h06, on va parler bien sûr de calcul de la rémunération. Comment ça se fait, comment ça se calcule pour que sur nos bulletins de salaire, on puisse avoir le fameux sésame qui nous permet le virement et d'être très heureux à la banque, comme ce sera le cas dans quelques jours seulement pour certains. Merci d'être en notre compagnie. À chaque jour suffit son éclat de beauté et de bonté sur ce plateau. Miss Chocolat, bonjour. Bonjour, Monsieur Govoy, vous allez bien? Je vais bien, vous? Super, ça va bien. Ça a été le week-end? Ah oui, un magnifique week-end. Vous avez fait quoi? Je ne vous dis pas. Vous êtes sorti? Mais bien évidemment, sorti, bon voilà, dans quelques petites mondanités. On essaie de se faire voir, ma foi, de manière un peu plus visible. Ah bon, c'est vrai? Oui, et ça a marché? Ben oui, c'était magnique, convivial, et puis dans un endroit assez feutré, donc on adore. Ah, j'aimerais bien être à la place de celui qui vous a accompagné. Mais je ne vous le fais pas dire. Je vous le fais pas dire. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi 17 juin, et c'est le deuxième, on va dire le premier lundi du dernier lundi de cette saison. Voilà, parce qu'il nous en reste 2 lundis très exactement pour la fin de cette saison 2018-2019. Ben oui, maintenant il nous reste un seul, après les 93 minutes qui vont s'exécuter dans quelques instants. Ce sera le dernier lundi qui nous restera à faire. Et on a parlé de la thématique, notamment avec M. Govoy qui vous a distillé le thème, mais on parlera aussi d'info route avec notre cher consultant, très cher consultant Paul Arnaud Écou, qui viendra nous parler des questions de solutions pour lutter contre les embouteillages. Comment lutter contre les embouteillages? Vous, votre méthode, c'est quoi? Non, ma méthode, c'est de garder le calme, mais franchement, un mea maxima culpa, il nous arrive tous d'insulter des gens qu'on est au volant. Et ça, c'est un souci. Et ça, il faut proscrire cela. On va lui demander comment faire pour éviter l'impolitesse au volant. Mais ce ne sera pas seulement la seule chose qu'on va évoquer aujourd'hui. On va ici parler, à part Cyril Niamke qui va encore nous inviter à faire du sport, on va parler de lundi motivation. Oui, lundi motivation. Et puis aussi, on sera avec, bien sûr, nos différentes thématiques du jour. La preuve, on commence maintenant avec cette journée. C'est la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, mesdames et messieurs. Le 17 juin 1992, l'ONU a adopté la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'UNCCD. Cette journée a pour but de nous rappeler les dangers, mesdames et messieurs, de la désertification et de la sécheresse dans le monde. Et oui, on en parlait la semaine dernière, bien sûr, avec notre cher Cédric Lombardo. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale donc, de cette lutte-là contre la désertification. Tout d'abord, il est important de souligner que les déserts ne sont pas uniquement des lieux où l'on trouve des dunes de sable ou des nomades les parcourant. Alors, il faut savoir que cela est une autre chose de l'histoire. Bien sûr, c'est l'héritage de l'histoire ainsi. L'Antarctique ou le Grand Nord sont des espaces désertiques. Voilà, c'est des informations très importantes parce que l'eau y est prise en glace. Voilà. Et donc, vous pouvez essayer de voir sur vos différents moteurs de recherche avec l'Antarctique. C'est un désert de glace, donc c'est un désert. Et puis, c'est une thématique qui est tellement importante que, tenez, par exemple, en Nouvelle-Zélande, il est interdit dans les stations de lavage de laver autre chose que la vitre avant et la vitre arrière. Le but, c'est d'économiser au maximum l'eau afin de ne pas être vraiment en panne sèche. C'est sûr que nous sommes aux antipodes. Australie, Nouvelle-Zélande, il y a des stations-service qui vraiment vous disent que vous pouvez laver seulement la vitre avant, la vitre arrière. C'est ce qui est important. Le reste, on peut s'arranger. Aujourd'hui, lundi 17 juin, c'est également des anniversaires. Et grâce à la dextérité de la réalisation de Christelle Lakoussa, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Vous la voyez, toute ravissante, Madame Kandia Kamisoko Kamara. Et oui, à côté de Madame Kamisoko Kamara, donc on a un autre anniversaire d'une grande chanteuse, artiste, ambassadeur de notre musique ivoirienne. C'est Valérie Niaouré, ça vous dit rien? Dobé Niaouré, si ça vous dit quelque chose. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Boule d'énergie sur scène et puis qui honore la Côte d'Ivoire par ses prestations ici et là, sur des scènes vraiment grandioses. Et beaucoup de distinctions. Oui, avec un Grammy quand même. Eh ben oui. C'est l'unique ivoirienne à avoir un Grammy.
Grammy. Hein. Oui, je pense. Voilà, qui a joué plusieurs fois à la Maison-Blanche. Oui, très très appréciée à l'international. Joyeux anniversaire également à ma joueuse de tennis préférée, née le 17 juin 1980. Venus Williams, née Venus Ebony Star Williams à Linwood, Californie, est une joueuse de tennis américaine professionnelle. Je l'aime bien par rapport à sa sœur parce qu'on ne la voit pas. Elle est discrète, efficace et discrète. Et sa sœur, elle est extravertie. Elle aussi, elle est discrète. Elle est extravertie et très, très, très performante. Oui, très, très performante. Et puis, c'est une star, c'est une grande star. Et puis, je star. trouve que les Williams sont assez modestes, quand même, assez humbles. C'est l'éducation. C'est l'éducation une bonne éducation chrétienne. Parce qu'avec ce qu'ils ont là, j'imagine, hein, si on peut faire du tapage, mais un tout aussi simple, même dans des grandes cérémonies où elles sont invitées. Elles s'habillent de manière, on va dire, simple, maquillage sobre. Que Dieu nous donne cette simplicité-là. Le jour où il fera de nous des millionnaires. Hein, des milliardaires. Des milliardaires, oui, des millionnaires en euros. C'est bon déjà. Oui, c'est bon, ça hein. se convertit en milliards. Allez, on va se réveiller de ce rêve, mesdames. On va se réveiller, ma très chère Alix, et aller maintenant au fitness. C'est ça, circuit d'entraînement. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui, circuit d'entraînement avec 3 exercices. Premier exercice, facile pour s'échauffer un peu, travailler un peu le cardio et tout le corps. Deuxième exercice pour les jambes et troisième pour les abdos. 3 exercices à répéter 3 fois. D'accord? Premier exercice sans plus tarder. Avant de commencer, on va faire les jumping jacks pour s'échauffer. 2 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ceux qui n'arrivent pas à sauter, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une rotation des bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On va aller au sol maintenant, jambes tendues, on fléchit légèrement, en avant jusqu'à en position de pompe et on remonte pour 8 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 2 répétitions. 7. Et évitez de trop descendre le bassin quand vous montez. Quand vous allez en position de pompe, gardez le bassin toujours neutre droit. Allez. 8. Parfait. 12 points par arrière maintenant. Allez. 1, 2, 3, 4, de longues fentes. Pensez à fléchir toujours la jambe qui est derrière. Envoyez le bassin en arrière. 6, 7, 8, 9, 10. Encore 2 répétitions. 11, la dernière répétition. 12, parfait. On va aller au sol. Se coucher sur le dos pour travailler les abdos. On va faire ce qu'on appelle des battements alternés. Coucher sur le dos, jambes bien tendues, mon bras gauche vers ma jambe droite et j'alterne le mouvement pour 20 répétitions. Je compte normalement 1, 2, 3, 4, 5. Si je touche mon tibia à chaque fois, si vous pouvez toucher la pointe de votre pied, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. Première série terminée. On repart encore pour 2 séries. Les mêmes exercices. On va se tenir debout, fléchir les jambes, avancer avec les mains et remonter pour 8 répétitions. Première. 2. 3. 4. 5.
3 répétitions, courage. 6. Même si vous n'arrivez pas à faire 8 répétitions, c'est pas grave. 7, la dernière. 8, pente arrière, allez. 1, 2, je rappelle que le genou ne doit pas dépasser les orteils, bassin bien en arrière. 4, 5, 6, 7, à 12 répétitions. 8, 9, 10, encore 2, 11, la dernière, et 12. On retourne au sol. Allez. On repart pour les battements. 20 répétitions. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bras bien tendus en arrière. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et il va parfait. La dernière maintenant. N'hésitez pas à ralentir si vous sentez que les sessions sont trop rapides, si vous sentez que les exercices vont trop vite. Allez à votre rythme. C'est toujours 3 exercices, donc vous avez la possibilité de retenir et de le faire à votre rythme. Allez. Dernière série. Bassin en arrière. J'avance avec mes mains. Je me redresse pour 8 répétitions. 2. Je remonte. 3. 4. 5. Encore 3 répétitions. 6. Encore 2, courage. 7. La dernière. 8, parfait. On repart pour les fentes. Allez, 1, 2, 3, 4, de longues fentes, 5, 6, encore 6 répétitions, 7, 8, allez, courage, c'est presque fini, 9, avec moi, 10, 11, 12, parfait. On termine rapidement les battements. Allez, courage, courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et voilà. Parfait. 3 exercices efficaces pour brûler des calories, pour vous faire transpirer le matin, pour vous permettre de bien commencer la journée. J'espère que cette routine vous a aidé. J'espère que vous allez la retenir pour la refaire après. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Restez actifs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et merci coach Cyril Niamke. On espère que vous avez retenu pour plus tard, mais que vous avez aussi exécuté en même temps que le coach Cyril Niamke et qui est avec nous jusqu'au vendredi sur prochain pour la dernière. Mais on espère que vous allez continuer durant tous ces 8 mois. Il vous a proposé plusieurs exercices à faire. On a eu plusieurs circuits. On a eu près de 200 circuits. On est passé un peu partout. On est passé partout. Si après ça, on n'a pas gardé la forme, c'est que franchement... Bon, c'est les vacances aussi, on va se lâcher. On peut se lâcher, on a le temps de se lâcher, les vacances. Vous irez-vous en vacances où? Vous sentez le sable, non? Je sens le sable et le désert. D'accord. Le sable, le désert et la mer. Et la mer. Ce sont des indices. Et oui, c'est chez moi à Dicabo. C'est rien. Mais oui, c'est exotique. On n'a pas la mer, mais on a le désert qui arrive. Le désert qui arrive. Allez, la bonne humeur, ça sent les vacances, bien sûr, sur ce plateau, mais pas que. Il y a aussi la sensibilisation par rapport à la sécurité routière. Plan de M. Ekou Paul Arnaud, avec qui nous allons parler des embouteillages. Quelle solution? Ouh là 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 là, les embouteillages. M. Ekou, qu'on retrouve juste après son jingle. C'est parti. Bonjour Monsieur Ekou. Bonjour Alice. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous affichez un large sourire, hein? Cela augure de ce que vous savez. L'annonce des vacances, n'est-ce pas? C'est son dernier passage parce qu'il va aller représenter la Côte d'Ivoire en Chine. Oui, exactement. On ne parlera pas de route là-bas, mais on va essayer de observer aussi les Chinois au volant. Ben oui, pourquoi pas un transfert de compétences
in fine. J'imagine la circulation, les embouteillages de La Chine a Beijing. connu le plus long embouteillage de l'histoire, 10 jours d'embouteillage. Waouh. Pardon? Si, exactement, en 2010. Bah, pour rien comme ça, surtout il y avait beaucoup de gros camions sur le tronçon. Il fallait régler la situation, donc taper 10 jours dans l'embouteillage. Ah oui, j'ai souvenance des personnes qui sont venues aider à porter de l'eau puisque personne ne pouvait bouger. Attendez, 10 jours, donc j'imagine que les voitures étaient toutes éteintes, hein? Oui, évidemment, bien sûr, on n'avance faut pas. les arrêter. On dort un peu, on se lève, on se lave le visage, on reprend le volant. Personne n'envoie à manger pour aider ceux qui sont On là. doit plus se plaindre chez nous ici. On doit Quoique, avec les images qu'on voit là en illustration, là, il faut essayer de solutionner le problème. Alors, d'où la première question. Monsieur Ekou, dites-nous. Promettez-nous de dire la vérité, rien que la vérité. les jeux. Ok. Est-ce qu'on peut éviter... Vous êtes assermenté, vous? Est-ce qu'on peut éviter... Oui, on a tellement fait du droit cette année qu'on y reste un peu, on va passer les On ira au barreau, oui, au c'est barreau. clair. Alors, est-ce qu'on peut éviter les embouteillages? Ah, c'est une question assez difficile. Une question phare, comme on Une dit. question foire. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas quand même une fatalité parce que beaucoup de grandes villes ont démontré qu'il est possible de réduire les conséquences, voire même de supprimer les embouteillages de certains tronçons. Donc je pense qu'il est possible. Il y a beaucoup de technologies nouvelles qui sont en jeu maintenant, qui nous permettent. Si il y a, par exemple, Alix est dubitative. Hein. Non, la méthode de la circulation alternée en France a montré ses forces. La technologie, surtout les GPS, qui commencent à détecter les voies embouteillées pour vous recommander par-ci. Mais surtout, l'organisation de la mobilité urbaine, c'est de mettre en œuvre des moyens de transport collectifs communs, plus adaptés, plus indépendants. Bon, c'est vrai qu'on est un peu loin, mais bon... Pour réduire l'affluence sur les voies. Exactement. Et je pense qu'on va y arriver avec le métro urbain qui est en projet depuis un bon bout de temps. S'il vous plaît, parlons de c'est pour quand le métro urbain? C'est pour... Bon, je ne suis pas encore parmi les décideurs, mais je pense que c'est tout ça pour pouvoir lutter contre les embouteillages dans le futur. Perspective, donc. perspective. Alors, pour revenir sur le terrain et l'actualité, quelles sont les principales causes des embouteillages ici à Abidjan? Tu l'avais déjà annoncé, l'affluence, parce que bon, la construction des routes vont faire qu'à un moment donné, il va y avoir forcément des bouchons, des affluences. Nos routes laissent beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties des véhicules. C'est la première cause, mais chez nous, principalement, on va parler plutôt entre griffes, l'indiscipline des conducteurs. Pas en griffe, hein? C'est Voilà. ce qui se passe. Ce sont les griffes. La mauvaise les griffes, la mauvaise utilisation des infrastructures routières. Il y a tellement de condensation, il y a tellement d'usagers qui ne respectent pas les règles d'installation anarchique des gares routières même, qui vont, déjà que la route est de par sa nature réduite, on va encore réduire la circulation, oui. Ça va créer plus de bouchons. Monsieur Ekou, c'est vrai ce que vous dites, mais il y a parfois des routes où on n'imagine jamais qu'il va y avoir des embouteillages. Mais dès qu'il y a un petit incident, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution alternative. C'est-à-dire, dès qu'il y a un petit incident, tout de suite il y a un ralentissement après un embouteillage. C'est vrai que c'est la morphologie de nos routes? De nos routes. Et puis surtout que les voies dans les quartiers, les gens les confondent avec les voies privées. Des fois, on va mettre. Il arrive de voir des gens qui mettent des portails pour voilà, exactement. Oui, tout ça va contribuer à aggraver l'embouteillage. La construction de la route va faire qu'à un moment donné, on va forcément rencontrer ces situations-là, mais ça va aggraver l'embouteillage. Et je pense qu'il faut aussi lutter contre ces gens qui s'accaparent des routes parce que, bon, c'est vrai qu'on veut préserver la vie des usagers, mais ça contribue à aggraver la situation des embouteillages. Il faut réglementer, c'est surtout ces gares routières qu'on construit, parce que l'embouteillage, des fois, c'est 2 secondes qu'on fait perdre un usager, un véhicule qui va faire la chaîne, qui va prolonger l'embouteillage. Donc, il faut suffisamment fluidifier ces circulations à ces feux, à ces gares routières-là. Je pense que ça peut être des causes qui vont fortement aggraver l'embouteillage en Côte d'Ivoire, à Abidjan surtout. C'est sûr qu'on a envie de vous poser la question de savoir, des fois, il y a des feux qui marchent, mais on a des agents de la circulation qui ne le suivent pas. Exactement. Parce que les feux sont tellement automatiques que ça va pas forcément régler les questions des embouteillages. Je pense que la tendance même est aux feux intelligents qui détectent la fluidité et qui vont passer au vert en fonction. Je sais qu'il y en a à Abidjan, ça pour vous rassurer, il y en a vu ça à Abidjan, donc ça va contribuer à ça. Mais pour véritablement mettre fin à l'embouteillage, il faut une intervention humaine. L'agent de sécurité est mieux placé parce que l'embouteillage va induit des comportements où il faut une autorité pour dire non, tu arrêtes, tu n'arrêtes pas. Oui, mais c'est fou hein, ce qu'on constate sur le terrain, monsieur Ekou. Il y a un internaute qui nous dit, monsieur Gouvo et madame Alix, c'est très très important de rappeler ça. Le tout part de l'impolitesse, ça n'a rien à voir avec nos infrastructures. C'est l'impolitesse au volant qui crée les embouteillages. Est-ce que c'est vrai? Je ne dirais pas que les Ivoiriens sont plus impolis que les autres parce qu'il y a les embouteillages partout. Donc il ne faut pas vraiment dire. Il y a des cause endogène, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, il va y avoir l'embouteillage. Le matin, quand vous prenez le tronçon de la Guinée, depuis le monument au Marati jusqu'à l'entrée du plateau, je ne vois pas... on va respecter une certaine discipline, mais il va quand même avoir l'embouteillage aux heures de pointe.
On ne va pas dire que tous ce sont ces véhicules. Le trafic est dense aussi. Hein. Non, mais ne confondons pas ralentissement et embouteillage. Un ralentissement, c'est normal. Ça avance quand même. C'est normal, ça avance quand même. C'est déjà à l'affluence. Tout le monde veut passer en même temps. Oui. Et j'avoue que nous tous, nous sommes dedans. Il y a cette habitude-là qu'on n'a pas, par exemple, dans d'autres pays, oui, là, ça c'est notre avantage. D'autres pays, on laisse. Mais ici, à Abidjan, lorsque vous laissez quelqu'un passer, les gens derrière se plaignent comme si il faut circuler jusqu'à ce qu'il n'y ait même pas de vie. Il n'y a pas de courtoisie. Non, mais franchement... Oui, les règles de courtoisie, mais c'est vrai que les gens oublient qu'il y a des règles de code de la route qui s'appliquent au cas particulièrement de l'embouteillage qu'on ignore souvent. Peut-être c'est ça. Mais il y a des règles de courtoisie, c'est vrai. Je ne suis pas trop pour dire l'impolitesse des comptes parce que la station d'embouteillage même est très, ça va non, on n'a pas dit l'impolitesse, c'est un internaute qui a dit. Mais peut-être que ça nous ne permettrons pas de suivre Parce que pour moi, c'est vrai qu'il y a la violence au volant où on va engueuler l'autre qui s'y prend mal. J'ai vu des gens même jouer les... Et ça, c'est à déconseiller de jouer les régulateurs. Parce que l'autre, il est en mauvaise posture ou bien il a emprunté a fait une mauvaise manœuvre. On va garer pour l'empêcher de continuer sa manœuvre, on va dire, bon, il va passer, il va voir où il va passer, mais ça aussi, ça contribue à aggraver les bras de fer l'accident. Voilà, il ne faut pas se faire le juge. Généralement, c'est les hommes qui se c'est trop facile. C'est clair. Vous avez déjà vu deux femmes se crêper le chignon sur la route? Allez, on va... Non. Vous voulez qu'on casse les papos sur ce plateau? Les femmes sont trop élégantes pour ça. Non, mais attendez. Là, par exemple, cette situation-là, monsieur Kou, regardez, là, qu'est-ce qui... Comment... D'où vient que, d'après mon professeur de sociologie, d'où vient que cette situation puisse survenir à cet instant précis là? Expliquez-nous cet embouteillage-là. A plus B. Là, je ne suis pas expert des embouteillages, mais là, il va y avoir deux problèmes. Vous, notre expert de la route depuis 8 mois. Depuis 8 mois, on a confié. On a pris tout ce que vous avez dit sur parole d'évangile. Je suis expert du droit de la route. Mais là, par exemple, c'est la structure de la route. On s'est rendu compte qu'au lieu de faire un rond-point qui aurait peut-être facilité la fluidité, on va laisser chacun chercher sa voie. Bien évidemment, quand chacun cherche sa voie, on n'est pas comme des fourmis qui sont organisées. Bien évidemment, chacun va chercher la meilleure voie possible. Et puis bon, au fur et à mesure que chacun cherche sa meilleure voie, on va se retrouver dans l'embouteillage. Voilà. La faute à qui, Alix? Les voitures personnelles? Qui embouteille le mieux, si on peut s'exprimer ainsi? Faut dire la vérité, c'est les transports en commun. Ça, exactement, je partage ton avis parce que je dirais que heureusement que j'ai ton cousin Mahadou, il a tendance à vouloir passer rapidement. Le cousin à qui? Pardon? La dernière fois, il m'a dit qu'il fallait parler à son cousin Mahadou. Ah, ok. C'est pas moi. Ah, d'accord. Mahadou a quitté la famille. Mahadou ne peut pas dire. Il était exclu. Il était exclu. C'est vrai que les transporteurs en commun, ils confondent le code de la route à l'activité, au commerce qu'ils exercent. Ils pensent que c'est plus, ils gagneront le temps, mais généralement, beaucoup d'études ont démontré que leur pratique leur fait perdre plus de temps, plus d'argent. Si se rendaient compte, en plus de carburant, on perdait plus de temps, plus d'argent. Et leur stationnement. Alors là, leur stationnement. C'est le seul pays au monde où on roule et puis on peut garer et puis descendre. Du coup, comme ça, il gare. Le pire, c'est que la dernière fois, j'ai suivi l'intervention du choix du préfet d'Abidjan qui est suite aux incidents à la gare de Koumassi. Mais le pire, si on vous disait les conditions de création d'une gare routière en Côte d'Ivoire, vous serez surpris. C'est très rigoureux, c'est très drastique. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le désordre sur le terrain? Là, il faut encore peut-être appeler nos autorités à respecter ces critères-là. C'est-à-dire qu'on a posé des conditions drastiques pour installer une gare routière. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est le syndicat qui s'élève, qui dit « moi, j'ai créé ma gare ici, j'ai créé ma gare ici ». On crée une gare routière au feu tricolore, bien évidemment, c'est pas possible. Et c'est pas seulement à Abidjan, même à l'intérieur, on a eu sur Internet cette bagarre entre le maire Kalou Bonaventure et puis les autres. Ils font la loi, et puis ils ont des soutiens obscurs aussi qui les aident aussi parfois. Oui, parce que ça perdure. Non, mais c'est vrai, si ça perdure. Comment comprendre que ça insiste comme ça? Si la route, c'est la route. Il n'y a pas de politique ou quoi que ce soit à faire sur la route. C'est la sécurité d'abord. C'est la première politique qui doit... Voilà, la vie des usagers. La plus importante, c'est de respecter ces règles-là. On ne les met pas pour juste vous embêter, on les met parce qu'on a besoin de s'assurer que les usagers sont en sécurité. Il faut se débrouiller et bien se débrouiller dans la vie. Alors justement, quels sont les comportements à éviter en cas d'embouteillage? Pour ne pas qu'Alix insulte les gens à gauche à droite. La pratique la plus courante, c'est qu'on a tendance à changer de fil. On pense qu'en changeant de fil, ça va faciliter l'embouteillage. C'est le contraire. Donc, gardez votre sang-froid, évitez de stresser. Facile à dire. Restez dans la ligne, c'est facile à dire, c'est vrai. Vous allez aller en Chine, vous allez voir. On va voir si c'est... Dans un embouteillage de 10 jours comme ça. Je pense qu'ils ont tiré les leçons. 10 jours d'embouteillage, mais ça, c'est un truc de ouf, comme en fin de vie. 10 jours? Évidemment, hein, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas se plaindre. C'est lié à la situation de la route. Donc, et c'est lié au comportement des usagers. Donc, dans l'embouteillage, vous restez dans votre file. Vous attendez que la file avance. Et il y a aussi
faut éviter, parce que des fois, les trottoirs, les accotements deviennent tantôt des passages forcés pour l'embouteillage. C'est le contraire. Et ça contribue à aggraver l'embouteillage. Donc, respectez les codes de la route, restez dans la file. Observez, gardez votre sang-froid, comme je l'ai dit, observez la situation de la route, gardez l'attention pour redémarrer à chaque moment, mais évitez de chercher des voies de contournement, c'est pas possible. Vous allez forcément retomber dans l'embouteillage quelque part là-bas. C'est pas parce que la station-service a laissé une ouverture qu'on va rentrer pour déboucher rapidement. Justement, parlant d'ouverture, quel que soit, il y a des pays où, quel que soit l'embouteillage, il y a toujours un côté pour les sapeurs-pompiers, pour les urgences, tout ça. Est-ce que chez nous ici, un jour, un rêve même déjà, ce serait possible pour être matérialisé? Oui, c'est vrai, parce que des fois, on est dans des embouteillages et il y a l'ambulance qui arrive, mais c'est stressant pour tous. Malheureusement, à part les bus pour lesquels le code de la route prévoit des passages réservés. Même là-bas, tout le monde. Oui, même les bus. Moi, j'ai vu des bus brûler le feu. Voilà. Ça veut dire que finalement, on n'est plus à l'abri parce que ceux-ci ont compté pour être les exemples deviennent. Oui, je peux dire le nom même le numéro du bus même. Si je le dis, le conducteur du bus numéro 21 va se fâcher. J'ai dit ça. J'espère que c'est pas sur votre trajet. Alors, quels sont les comportements à éviter? On reste dedans parce que c'est très important pour nos téléspectateurs. Oui, bon, comme je disais, déjà, la situation de l'embouteillage est stressante en soi-même, donc gardez votre sang-froid. Évitez, tout à l'heure on a parlé d'éviter le contournement. Il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que l'embouteillage, même quand parce que bon, très souvent quand l'embouteillage va durer, il faut laisser le moteur reposer, on peut éteindre le moteur, mais on est toujours en station de conduite. Donc le téléphone par exemple, on est toujours interdit. C'est pas parce qu'on est dans l'embouteillage, le moteur éteint qu'on va prendre le téléphone, c'est toujours interdit. Il faut aussi vérifier, surtout quand on a des passagers derrière. Je pense qu'on oublie souvent que l'embouteillage, on est toujours sur la route. Il faut éviter de descendre rapidement, parce que j'ai déjà vu des gens qui vont descendre rapidement, soit pour aller vérifier l'état. Oui, je sais pas pourquoi, vérifier l'état des pneus, vérifier où l'embouteillage se trouve, à quel niveau, vous ne pourrez rien faire. Vous restez dedans, vous attendez que la situation avance, mais vous évitez les sorties. Et surtout, vous avez des passagers qui sont des enfants, il faut vraiment les surveiller parce qu'ils s'ennuient beaucoup plus vite que les personnes âgées. Déjà que nous-mêmes, on est stressés. Et surtout, il faut garder son sang-froid, éviter les engueulades parce que ça va contribuer à aggraver ça va accentuer la situation. Il faut continuer, il faut aussi respecter le code parce que je pense qu'il y a une erreur qu'on oublie souvent, c'est que dans les embouteillages, les règles de priorité vont céder le passage, enfin le pas aux règles de céder le passage. La règle est claire, on dit même si ton feu est vert, que tu te rends compte que en avançant, tu vas boucher le passage, mieux vaut ne pas avancer. Donc le feu peut être vert, mais on va pas se laisser aller, on va attendre que le passage soit libéré. C'est une règle qui est difficile à appliquer, mais souvent ce sont des règles qu'il faut respecter pour faciliter la circulation de tout le monde. Hein. Voilà. Alors, Monsieur Ekou, on reconnaît la spontanéité des Ivoiriens partout où on se retrouve. Par exemple, quand il y a des embouteillages, il y a certaines personnes qui descendent de leur véhicule, essayer de réguler. Ça marche des fois, mais est-ce que c'est conseillé? Franchement, c'est pas conseillé. Surtout pour la sécurité. C'est pas conseillé. On sous-estime parce que l'impact n'est pas grave. Il y a beaucoup plus d'accrochage pendant les embouteillages. Bon, on sous-estime l'impact. On s'est dit, oh, c'est juste des égratignures de carrosserie. Mais il y a plus d'accidents parce qu'il y a plus de chocs. Le risque est grave. Donc, évitez de descendre, évitez de jouer les régulateurs. Surtout que dans certains cas, on veut le faire pour faire passer une autre voiture. Et là, ça va contribuer à... Et dès que vous passez, même vous aggravez la situation. Des fois, il y a de la bonne foi même pour essayer de désengorger ce qui se passe. Oui, et parfois, ils sont à des endroits. Ils sont à des endroits fixes, non seulement stratégiques, mais spécifiques. Et ils sont là, à côté, non loin, on aperçoit des fois des agents. Oui, c'est vrai. Ils ont des chasubles là, et puis c'est eux qui ont la circulation. Il y a quelqu'un qui en a fait sa profession d'être régulateur de la circulation. Moyennant quelque chose. Subsides. Moyennant des gens qui le passent à des gens qui reconnaissent, parce que je vois souvent, il te salue parce qu'il te reconnaît, soit tu lui donnes très régulièrement quelque chose. Par contre, faut rendre à César ce qui est à César. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Alix et M. Ekou, depuis un certain moment, nos forces de l'ordre ont ce côté de plus en plus citoyen. Oui. Vous êtes en panne, vous êtes dans une situation, ils vont vous aider. Là où, il y a quelques années, elles vous dépassaient. Mais ça, franchement, c'est à noter, quoi. Ouais, c'est ça, c'est à saluer parce que j'ai vu même un policier pousser un véhicule. J'ai compris que... Il y a cette notion de... Ça fait partie de la prérogative ou c'est de la spontanéité? En temps normal, c'est... On parle de la courtoisie au volant. Ça leur est applicable. C'est des acteurs de la route aussi. Ils doivent contribuer à améliorer la circulation, donc ils doivent donner un peu de... Comme le disait une autorité avec qui je parlais, les policiers sont la première carte touristique d'un pays. S'ils sont là, et puis et il y en a même des policiers qui sont de plus en plus bilingues,
qui parlent anglais, qui s'expriment. Et ça, vraiment, cette modernisation-là, je pense que c'est la courtoisie, la politesse des agents de force de l'ordre, c'est à saluer, parce que c'est à remarquer. On ne va plus vous engueuler parce que vous avez commis une infraction, on va vous expliquer calmement. La pédagogie. C'est clair, parce que ça évite les disputes. Hein. Dans le temps, on voyait tout le temps les disputes entre policiers, agents de la sécurité ou la circulation avec, bien sûr, les usagers. C'était pas beau à voir. Alors, dernière question pour vous, monsieur. La dernière question de l'année. Comment vous vous sentez? Ah oui, la dernière question vous de abandonnez comme ça. J'imagine que lundi prochain, il va bien dormir en Chine. C'est ce que je peux imaginer. Attendez, attention, il y a le jet lag. Il y a le jet lag, le décalage horaire. Alors, y a-t-il des règles du code de la route spécifiques à la conduite dans les embouteillages? Oui, il y a la règle dont j'ai essayé de parler tout à l'heure, c'est que la règle de priorité qu'on connaît va céder le passage, enfin le pas à la règle de céder le passage. Je me répète encore et puis avec la même erreur. C'est-à-dire la règle la plus importante, c'est qu'on avance dans la file que lorsqu'on est sûr qu'on ne va pas empêcher d'autres voitures de passer. Ça va être difficile à respecter, mais c'est la règle de l'embouteillage. Notamment des personnes qui dévient quand elles sentent qu'il y a un avancement un peu de l'autre côté. Vous arrivez, non, ce n'est pas ceux qui dévient. Vous arrivez à une intersection, et l'embouteillage est devant vous. Si vous avancez, vous êtes en plein milieu de la chaussée, aucune autre voiture ne passera de part et d'autre. Le code de la route vous interdit d'avancer. Quand bien même vous avez la priorité, quand bien même votre fils se réveille. Et en cas d'intempérie? En cas d'intempérie. Même dans votre voiture, quel problème d'intempérie? Non, l'eau peut faire... on a vu des voitures emportées par l'eau. Là, c'est une situation, vous êtes en situation de danger. Des dangers, là, voilà. Bon, ben, je ne sais pas si en cas d'intempérie, les embouteillages... L'idée, c'est que, je crois qu'on en a parlé pour la sécurité. Il y a des embouteillages en cas d'intempérie. Oui, c'est-à-dire que la sécurité va primer sur l'embouteillage. On vit à Abidjan, tout ça. Et généralement, quand il pleut fortement, c'est là qu'il y a des embouteillages. Oui, j'ai constaté parce qu'on sort pratiquement à la même heure. Ou nos forces de l'ordre aussi sont à l'abri. Elles ne se mouillent plus. Oui, attention, mon assurance finit bientôt. Oui. Moi, on est limité. En cas d'intempérie, comme j'ai dit, c'est que soit vous êtes dans une situation, comme on dit, d'aquaplaning, vous êtes sûr que le véhicule va noyer le moteur, donc là, vous allez avancer, vous allez vous mettre à l'abri, c'est différent. Il n'y a pas d'intempérie, vous êtes dans une situation normale d'embouteillage, il n'y a pas de danger particulier. Vous cédez le passage à ceux qui peuvent passer et vous attendez votre tour, même quand votre fils se réveille, bien quand... Maintenant, si l'agent de circulation vous donne l'autorisation de passer, évidemment, c'est ça. Et la règle, comme Alice le disait, c'est la règle de courtoisie. Ce n'est pas une pratique, c'est une règle. On t'impose d'égaler ton sang-froid. Le code te dit que la violence au volant même est sanctionnée, les voies de fait. Donc, ce n'est pas juste je le fais par galanterie parce que c'est une femme qui est au volant, c'est une règle. Quand l'autre usager en face de vous est dans une manœuvre qui est dangereuse, vous arrêtez. Merci beaucoup, monsieur Ekou. On a été très heureux de travailler avec vous tout au long de cette année, avec la réalisatrice, toute l'équipe. Oui, on va confectionner des mails pour tous les invités. C'est prévu. Merci infiniment. Merci infiniment et puis bon voyage pour la Chine. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ekou. Et puis, excellentes vacances puisqu'on ne se verra plus. Merci beaucoup pour votre contribution. Alors, la suite de ce programme, c'est bien sûr la météo et puis le seul et l'unique flash. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une nouvelle journée relativement belle qui sera attendue sur la majeure partie du pays, même si quelques gouttes pourront se produire sur le littoral du fait des pluies en mer qui pourraient atteindre le rivage. L'ouest sera sous un ciel nuageux, s'éclaircissant progressivement. Les températures pour la matinée, la maximale affichera 26 degrés pour une minimale de 23 degrés. On observera 25 degrés à Abidjan, Antika, Diaké, 24 degrés à Bondoukou. Une série de 25 degrés sera observée à Boaké, Daloa, Dimbokro, Gagnoa et Korogo, 23 degrés de minimale à Mans, 25 degrés à Odiné, 26 degrés dans la ville de San Pedro Sassandra, 24 degrés à Tabou, 25 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, après un temps relativement soleillé sur l'ensemble des régions, on retrouvera, comme les jours précédents, un temps instable et humide sur l'ouest, le centre et le sud forestier, avec des possibilités de débordement sur le littoral. On retrouvera quelques gouttes d'autre part sur le nord en milieu ou en fin de période. Les températures pour l'après-midi, à Abidjan, on notera 30 degrés, 31 degrés à Adiaké, tout comme à Bondoukou, 32 degrés à Boaké, 30 degrés à Daloa, 33 degrés à Dimbokro, 30 degrés à Gagnoa, 34 degrés de maximale à Korogo, 31 degrés à Mans, 33 degrés à Odiné, 29 degrés à San Pedro comme à Sassandra, 28 degrés de minimale à Tabou, 32 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous.
Bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité. L'enfant africain a été célébré hier dimanche 16 juin 2019. Cette année, l'accent est mis sur le phénomène des migrations irrégulières. L'ONG Droits des enfants en a parlé. Serge Coléa. C'est en 1991 que l'ex-OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, a initié la journée de l'enfant africain. C'est un devoir de mémoire pour rappeler le massacre de centaines d'enfants noirs de Soweto qui manifestaient le 16 juin 1976 pour leurs droits face au régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Ce 16 juin, d'autres enfants se retrouvent au chapiteau de la RTI, la radiodiffusion-télévision ivoirienne, pour commémorer cette date historique et promouvoir par la même occasion le droit des enfants. Cette journée est le moment choisi pour nous de mieux échanger sur les problèmes liés aux difficultés que les enfants rencontrent. Les enfants ont échangé avec les panélistes sur les différentes questions liées à leurs droits et devoirs. Les questions d'éducation et de maltraitance ont été abordées. Une rencontre organisée par l'ONG DECI, Droits d'enfants en Côte d'Ivoire. Les enfants peuvent aujourd'hui décider de ce qu'ils veulent faire, ils arrivent à s'exprimer. Mais à côté de ce qui est positif, il reste beaucoup à faire. Une journée placée sous le thème « Luttons contre la migration à risque des enfants » afin de garantir leurs droits. Les enfants partent jeunes, valides, et des fois ils finissent dans le désert, des fois au fond des mers. C'est pour ça que c'est tellement important qu'aujourd'hui nous allons sensibiliser les enfants. Nous allons mettre un effort particulier sur ce fléau qui mine notre pays et notamment l'Afrique tout entière. Selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants, plus de 8000 Ivoiriens ont franchi les côtes européennes. Parmi ces migrants, 1400 mineurs, d'où l'urgence de sensibiliser les enfants. La lutte contre l'orpaillage clandestin s'intensifie. Le ministre des Mines a fait le point. Jean-Claude Kouassi était face à la presse. Il a indiqué que la brigade mise en place donne des résultats. Plusieurs individus ont été mis aux arrêts. Eugène Atoubé nous en parle. La conférence de presse du ministre des Mines et de la Géologie était loin d'une réponse du berger à la bergère, comme le présageait le sujet. Si Jean-Claude Kouassi a parlé de l'orpaillage clandestin, il a surtout mis en lumière les actions menées par son département ministériel pour y mettre fin. En première ligne de ces actions, la brigade de répression des infractions au code minier, structure créée en décembre 2018 et opérationnelle depuis le mois de mars de cette année 2019. Le ministère des Mines et de la Géologie annonce que 48 orpailleurs clandestins et leurs complices ont été conduits devant la juridiction et mis sous mandat de dépôt. Parmi eux, 9 ont été condamnés. Ces condamnations pénales sont assorties de la confiscation au profit de l'État des armes et du matériel utilisé aux fins de l'orpaillage clandestin. Le montant total des amendes dues au Trésor s'élève à 700 millions et celui des dommages et intérêts dus au ministère des Mines à 200 millions. Le gouvernement est résolument engagé et lutte sans répit en vue d'éradiquer ce fléau à brève échéance. Les orpailleurs clandestins sont présents dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Le ministère des Mines et de la Géologie avance le nombre de 23 400 clandestins à ce jour. Chassez-les, ils reviennent au galop pour une recolonisation des sites déguerpis. Ainsi peut-on caricaturer la difficulté du ministère des Mines et de la Géologie à éliminer l'orpaillage clandestin. Outre la brigade de répression, des mesures ont été prises, notamment la reprise de délivrance des autorisations d'exploitation, la réactivation des comités techniques locaux et l'ouverture de chantiers écoles. À l'attention de toutes celles et ceux qui envisagent de s'investir dans l'exploitation minière artisanale. Je sais que nombre d'entre eux sont désireux de travailler pour sortir de la clandestinité qui met chaque jour leur liberté, leur santé, leur intégrité physique et même leur vie en péril. Je les invite à nouveau à prendre dès aujourd'hui la tâche des directions régionales et départementales des mines et de la géologie pour constituer leur dossier de demande d'autorisation. Aujourd'hui, la lutte contre l'orpaillage clandestin prend une autre dimension, menée en cohérence avec l'objectif du gouvernement de faire du secteur minier le deuxième pilier de l'économie ivoirienne.
La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État des Côtes d'Ivoire, MUGEFSI, présente les rapports de gestion et de contrôle de ses activités au titre de l'exercice 2018. Au niveau des chiffres, l'on peut noter le résultat net global de l'année écoulée est excédentaire de plus de 300 millions de francs CFA contre moins de 2 milliards 400 millions de francs CFA en 2017. Plusieurs réformes, notamment la mise en place de la carte unique et intelligente, ont été saluées. Walter Amadou. Bourse du travail dans la commune de Trècheville. Des délégués de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, en assemblée générale ordinaire. Au centre de cette rencontre, les présentations du rapport de gestion de l'exercice 2018, du rapport de contrôle et l'adoption des résolutions. Nous avons informé de l'acquisition définitive du terrain de Boaké pour la construction du service médical des fonctionnaires à Boaké, avec probablement une duplication sur notre site également d'Abata. L'ouverture du centre optique mutualiste, le lancement du call center, la mise en place de la carte unique et intelligente, des réformes saluées. Le résultat net global de l'année écoulée est excédentaire de plus de 300 millions de francs CFA contre moins 2 milliards 400 millions en 2017. Nous allons continuer d'accroître les efforts pour que les prestations de la MUGEFSI s'accroissent non seulement en quantité, mais également en qualité. 2 252 000 bons ont été servis en 2018 contre 2 millions l'année précédente. Le conseil d'administration de la MUGEFSI s'est félicité de l'accroissement des prestations en faveur de ses 800 000 adhérents. La présentation de la nouvelle identité visuelle de la MUGEFSI, l'un des temps forts de cette assemblée générale ordinaire. L'autonomisation de la femme au cœur des actions du gouvernement. Les femmes d'Oumé bénéficient du soutien de la ministre Bakayoko Ly Ramata, un appui pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Éric Ogori. Les femmes de Gabia dans le département de Oumé en joie. Elles ont reçu de la part de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant un important appui financier pour relancer leurs activités en vue d'être plus autonomes. Je suis venu leur porter le message du président de la République, le message du Premier ministre, M. Amadou Koulibaly, c'est-à-dire les féliciter, leur dire merci pour cet important travail. Le programme social du gouvernement a été mis en place. L'autonomisation occupe une place très importante dans ce programme. Elle mérite donc de bénéficier de ce programme. Exerçant pour la plupart dans le secteur du vivrier, cet appui va leur permettre d'accroître leurs revenus, avec à leur tête l'honorable Virginie Touré, députée d'Oumé, qui les encadre. Ici, nous on veut planter, on veut semer, on veut récolter, on veut être autosuffisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut avoir de temps en temps son propre argent pour ne pas avoir à demander chaque fois 25 francs par chèque magie. En Côte d'Ivoire, l'autonomisation des femmes fait partie des priorités du gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, cette politique permet aux femmes d'être représentées dans tous les domaines d'activité. Dans un manifeste publié hier, 100 personnalités de 25 pays ont demandé au président français Emmanuel Macron de protéger la langue française du colonialisme anglo-américain. Des artistes, des enseignants et des scientifiques font partie des auteurs du manifeste. La langue française va mal, écrit l'agence France Presse, reprenant une phrase du document du plaidoyer publié par le journal Le Parisien aujourd'hui. Étouffé par l'anglo-américain, le français voit désormais son usage même évincé par cette dernière langue devenue si peu étrangère. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir a été déféré hier au parquet en charge des affaires de corruption à Khartoum. Sa première apparition en public depuis sa destitution par l'armée en avril sous la pression de la rue. Les chefs d'accusation ont été lus à l'ancien président en présence de son avocat, selon le responsable du parquet, Aladin Dafala.
Plus de 8 millions d'électeurs étaient appelés à voter hier au Guatemala pour les élections présidentielles, municipales et parlementaires, après une rude campagne marquée par l'exclusion de la compétition d'une figure de la lutte anticorruption et des menaces de mort. Au total, 19 candidats sont en lice pour succéder au président Jimmy Morales, mais aucun d'entre eux ne devrait passer la barre des 50% des voix et les deux candidats arrivés en tête s'affronteront lors d'un second tour le 11 août prochain dans ce pays en proie à la corruption, la pauvreté, la violence et l'exode de milliers d'habitants en quête du rêve américain. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci Régis. On se retrouve demain. Demain. Ça vous plaît bien, le 6h30 comme ça, c'est cool, quoi. C'est classique. C'est un grand classique. Merci à tous en tout cas d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs, de nous suivre pour ce premier rendez-vous de la semaine. Et vous connaissez donc la lendiose, cette maladie imaginaire le lundi qui fait qu'il y a une certaine indolence. Eh bien, nous avons essayé de trouver une antidote, de trouver une solution vraiment à cette lendiose. C'est bien sûr lundi motivation. Et juste après, derrière, on aura Instant Vérité, oui, qui reprend ses habitudes de direct avec Gabriel Zani qui reçoit aujourd'hui pour vous Monsieur Tian Faustin Goï Drigoné-Bi, dit Faya, président de la 2AFSCI RHDP. Gabriel Zani va tout vous expliquer parce qu'avec elle, les Ivoiriens voudront à coup sûr savoir. C'est juste après ça. Petit guide pour calmer la colère. Accueille ta colère en prenant une grande respiration et en ouvrant les bras. Évalue sa force. Quelle est l'intensité de ta colère? 1, 2, 3, 4, 5. Pose des mots sur ta colère. Je suis en colère parce que j'aimerais. Fais le volcan, yoga. Déboule les jambes serrées. Mets tes mains jointes devant ta poitrine. Inspire profondément en levant progressivement tes mains au-dessus de ta tête, paumes et doigts collés. Expire par la bouche et saute en écartant les jambes et en descendant les bras le long du corps par les côtés. L'eau apaisante. Pour éteindre la colère, bois un verre d'eau en prenant ton temps. Utilise une paille. Dessine ou gribouille ta colère. Fais-en une boule de papier que tu jetteras à la poubelle. Ferme les yeux. Pense à quelqu'un qui t'aime. Imagine qu'il, elle, est près de toi. Marche à l'extérieur et regarde attentivement autour de toi. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité et vous êtes toujours dans Matin Bonheur. Alors, une amicale des anciens de la FECI pour le RHDP dénommé 2AFSCI. RHDP appelle les Ivoiriens à la cause du RHDP, le Rassemblement des Euphotistes pour la démocratie et la paix. Ces anciens fécistes se font les ambassadeurs du parti politique, mais des observateurs de la vie politique ivoirienne affirment le contraire. Ils les considèrent comme un groupe de propagande. La 2AFSCI RHDP s'en défend et dit être motivé par les bonnes actions du RHDP et appelé au rassemblement à l'unité nationale. Alors, que fait exactement la 2AFSCI RHDP? Est-ce une simple association des anciens de la FECI ou un mouvement politique? Pourquoi cette amicale des anciens de la FECI s'affilie-t-elle à un parti politique? Que recherche réellement la 2AFSCI RHDP? Alors, les réponses à ces questions, mesdames et messieurs, c'est dans Instant Vérité que vous suivez maintenant dans Matin Bonheur. Nous recevons Tian Faustin Goï Drigoné-Bi dit Faya, un ancien de la FECI. Il est le président de la 2AFSCI RHDP, amicale des anciens de la FECI pour le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Bonjour Drigoné-Bi. Bonjour madame. Faya. Bonjour madame. Et bienvenue à Instant Vérité. Ouais. Alors, vous êtes le président de la 2AFSCI RHDP élu récemment, le 18 mai dernier, c'est cela? Oui, donc, la 2AFSCI RHDP, une association créée en mai également, 2019. Alors, quel est l'objectif visé à la création de cette amicale des anciens de la FECI? Merci madame. L'objectif de notre mouvement est simple. C'est de soutenir les actions du gouvernement. Parce que le président de la République fait un travail formidable dans ce pays-là. Je veux dire, un travail extraordinaire.
et avec à sa tête le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un homme travailleur, mais il faut les soutenir. Et nous, en notre sein, en tant qu'anciens de la FESI, et nous souhaitons soutenir le RHDP parce que nous avons en notre sein des compétences. Parce que nous avons des enseignants, des douaniers. En fait, vous voyez aujourd'hui, nous avons en notre sein le vice-président Touré Souleymane, qui est conseiller du Premier ministre. Alors, OK. Pour rappel, mesdames et messieurs, la FESI, c'est la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, pour ceux qui nous suivent de l'étranger, et même en Côte d'Ivoire, sait-on jamais. Alors donc, la FESI, RHDP, la 2AFESI RHDP, est affiliée au RHDP. C'est ce que vous venez de dire. Oui, qui est un parti politique. Nous soutenons les actions du RHDP. Alors, est-ce finalement une amicale ou un mouvement politique? C'est un mouvement politique, madame. Mais vous avez dit que c'est une amicale, c'est une association, on ne comprend pas. Non, non, nous assumons notre choix. Nous avons décidé de faire de la politique. Et c'est notre choix, c'est notre voie. Et il ne faut pas... Vous voyez aujourd'hui, ce pays-là, regardez un peu d'où nous venons. 8 ans en arrière. Ce pays-là, le président de la République, M. Alassane Ouattara, l'a pris dans une situation difficile. Alors, mais en il même a temps... ramené, excusez-moi madame, oui. Il a ramené ce pays-là à un niveau de croissance extraordinaire. Bien, alors dites-nous... Nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas rester à marge du travail qu'il fait. Oui, mais en règle générale... Nous avons décidé de soutenir ce travail-là, madame. D'accord, mais en règle générale, une amicale est un groupement de personnes qui s'associent le plus souvent pour l'entraide. On constate cela dans le domaine sportif. On ne comprend pas pourquoi la 2AFESI RHDP a décidé de faire de la politique. Nous n'occultons pas ce volet. Nous n'occultons pas ce volet. C'est-à-dire, nous faisons de la solidarité à notre sein, mais nous disons que nous allons au-delà de la solidarité. Et c'est pourquoi nous souhaitons soutenir le RHDP pour la victoire de l'élection en 2020. Le RHDP en 2020. Bien, alors les Ivoiriens veulent savoir quelque chose. Ils veulent savoir si votre association, monsieur, est la réponse à l'UNAFESI. Parce que bien avant la 2AFESI, il y a eu l'UNAFESI, cette autre association des anciens de la FESI qui prône la solidarité. Non, est-ce vrai? Nos camarades de l'UNAFESI ont leur voix. Ils ont choisi de faire de la solidarité. Ce sont mes aînés. Je les respecte, je respecte leurs choix. Mais nous, à notre niveau, nous avons choisi notre credo, qui est la politique. Est-ce que la 2AFESI RHDP n'est pas une réponse à l'UNAFESI? C'est la question. Non, ce n'est pas une réponse à l'UNAFESI, parce que nous n'avons pas les mêmes voix. Eux, ils font de la solidarité. Nous faisons de la politique. Nous sommes un mouvement politique. Et c'est pourquoi je vous dis, pour être clair avec les Ivoiriens, c'est pourquoi nous avons mis le RHDP sur notre mouvement. Comme ça, à la base, celui qui adhère à ce mouvement sait un peu ce à quoi il s'attend. Alors, quels sont vos rapports avec les membres de l'UNAFESI qui étaient des vôtres dans la FESI? Nous avons de bons rapports. Ce sont mes aînés. On s'appelle, on se voit tout le temps. Voilà, mais il y a des divergences, c'est tout à fait normal. Eux, ils ont décidé de faire de la solidarité. Nous avons décidé de faire de la politique. Parce que ce travail extraordinaire que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a battu pour ce pays-là, nous ne pouvons pas rester en marge de cela. Et c'est pourquoi nous disons, l'émergence là, ça commence maintenant pour 2020. C'est maintenant l'émergence. Alors, la question vous est posée à bon escient. Alors, la question, c'est, le 18 mai dernier, lors de votre élection, vous avez dit, et je cite, pour ne pas perdre le sens de vos idées, allez-y, madame. Nous avons créé la 2AFESI RHDP pour mettre les gens à leur place. Oui. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est simple, madame. Vous voyez ce travail extraordinaire. Non. Vous avez dit, je viens à la question, madame. À la question, oui. Je réponds à la question. Vous voyez, nous ne souhaitons pas que ce travail abattu par le président de la République, abattu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, soit sabordé. C'est pourquoi nous disons que nous allons essayer de soutenir le RHDP contre tous ceux qui voudront dépeindre le travail du RHDP. Est-ce que ce n'est pas finalement l'essence même de la création? Non, madame. Ce n'est pas l'essence de la création. En fait, notre organisation, l'idée nous est venue depuis l'année passée. Mais nous étions au laboratoire. Et c'est cette année que c'est né officiellement. Bien. Alors, je vous pose la question parce que c'est récurrent dans vos conférences de presse, dans vos prises de position et tout cela.
vous avez dit que vous êtes venu pour mettre les gens à leur place. Ça, vous le reconnaissez au moins. Je le reconnais, vous le reconnaissez. Alors donc, est-ce que la 2AFECI RHDP a-t-elle été créée pour régler des comptes? Non, pas pour régler un compte. En fait, c'est de la politique que nous faisons. Mais quand vous avez certaines personnes qui tentent de mettre en mal le travail du gouvernement, c'est de notre droit, en tant que RHDP, d'apporter la riposte. Parce que souvenez-vous, madame, quand des individus se promènent à travers le pays, essaient de nuire au travail du RHDP, essaient de nuire au travail... Le débat non, je ne personnalise pas le débat. Voilà. Le débat n'est pas personnalisé, madame. Mais c'est ce qui est fait, réel que je vous dis. Parce que, madame, soyons sérieux dans ce pays, que les gens se souviennent d'où nous venons. Parce que ceux qui ont des ambitions aujourd'hui, madame, mais c'est parce qu'il y a une accalmie, c'est parce qu'aujourd'hui, les conditions, certaines conditions sont réunies, c'est pourquoi certaines personnes parlent de leur ambition personnelle. Mais si ce pays-là... mais est-ce que ce n'est pas normal de parler d'une ambition personnelle? C'est tout à fait normal, mais il faut éviter de parler de la haine, d'attiser la haine aujourd'hui, à travers certains de nos papas qui essaient d'attiser la haine de l'étranger. S'il vous plaît, je viens de vous dire... Non, madame, je ne personnalise pas dans le débat. C'est pourquoi je ne dis pas de non, madame. Je dis qu'aujourd'hui, il faut bannir aujourd'hui certains propos de la Côte d'Ivoire à travers l'ivoirité. Nous venons de loin. Nous savons ce que ce flot-là nous a apporté. Non, s'il vous plaît, on ne va pas répondre ici, ce n'est pas un espace de réponse. Alors, certains Ivoiriens pensent que votre association est un groupe de propagande pour le compte du RHDP. Quel est votre commentaire là-dessus? Que les gens le prennent comme ils le veulent. Nous avons choisi de soutenir le RHDP. Nous assumons, madame. Et je vous dis qu'il y a des défis réels aujourd'hui. Non, vous pouvez assumer la promotion du RHDP, mais les Ivoiriens, certains Ivoiriens pensent que c'est un groupe de propagande pour le compte du parti au pouvoir. Voilà la question. Non, madame, chacun le prend comme il veut, mais nous disons que nous soutenons le RHDP. C'est notre choix. Et je vous dis, il y a des défis réels aujourd'hui qui nous attendent. Que chacun essaie d'apporter cette contribution-là pour que la calmie revienne en Côte d'Ivoire, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'attiser la haine de l'étranger pour que ce pays-là sombre dans le chaos demain. Non, je vous en prie. Alors, est-ce que dans vos interventions et tout cela, on vous a vu vraiment très virulent à l'endroit de certains de vos frères d'armes, oui. De certains de vos camarades d'hier? Oui. Alors, est-ce que pour rétablir la vérité, comme vous le dites, vous avez vraiment besoin de vous en prendre à certains de vos camarades de lutte? C'est tout à fait normal, nous sommes en politique. Quand un camarade prend un mauvais chemin, il faut faire en sorte qu'il revienne sur le droit chemin. Et c'est ce que nous avons fait. C'est le jeu politique. Il a pris un mauvais chemin, on le combat pour qu'il revienne à la maison. Parce que, madame, souvenez-vous, quand vous avez un camarade qui a participé aux actions du gouvernement, ne serait-ce qu'il y a cela un mois, qui sort de ce même gouvernement, va travestir certains propos du gouvernement, nous disons non. Nous disons non et que il nous trouvera sur son chemin. Mais est-ce que cette posture que vous adoptez là est de nature à rassembler? Est-ce que ça peut unir les Ivoiriens? Est-ce que ça peut unir même les anciens de la FECI que vous êtes? Vous êtes aujourd'hui un modèle. Est-ce que s'affirmer comme ça, parler de façon très virulente? Nous avons la majeure partie des anciens FECI avec nous. Madame, nous avons fait une assemblée générale qui a réuni plus de 4000 personnes à la fondation. Non, je ne parle pas du nombre, on ne parle pas de la croissance numérique. Je parle seulement de ce que votre posture, est-ce que cette posture-là peut rassembler les anciens FECI? Vous me parlez d'un individu. Moi, je parle de la majeure partie des anciens FECI. C'est vous qui parlez de... Ne personnalisez pas le débat. Non, on ne personnalise pas le débat. Mais c'est ce que vous dites. Parce que vous me parlez d'un individu. Moi, je vous parle de 4000 personnes. Vous me parlez de la posture d'un individu. Mais je vous pose la question. Vous ne répondez pas justement à la question. Je vous ai posé la question. Est-ce que votre posture que vous adoptez là, est-ce que faire de la politique, est-ce que être virulent, est-ce que cette posture-là est de nature à rassembler? C'est la question que je pose. Non, mais nous rassemblons, madame. C'est vous. Vous êtes ici à la RTI. Vous êtes ici dans votre monde. Moi, je suis sur le terrain. Chaque jour que Dieu fait, il y a du monde qui adhère à l'organisation. L'organisation marche bien. Et c'est pourquoi je vous ai dit que nous avons réuni 4000 personnes à la fondation. Et cette salle mystique-là, si vous réussissez à rassembler 4000 personnes, vraiment, on vous tire le chapeau. Et nous avons réussi ça. D'accord. Alors, la 2AFECI RHDP annonce son soutien au RHDP pour la présidentielle de 2020. Alors dites-nous concrètement, comment allez-vous démontrer ce soutien-là? Quelles sont les stratégies d'action que vous comptez mener pour soutenir les actions du RHDP? Dans un premier temps, nous venons de sortir de notre AG et très rapidement, nous allons aller sur le terrain, faire des tournées
installer nos différentes bases à travers le pays. Et nous avons prévu l'investiture de ce bureau que je suis en train de constituer en septembre. Nous avons notre investiture en septembre. Et tout ce travail que nous allons faire là, nous allons le prouver en remplissant la salle de 4000 places au Palais de la Culture. Et je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes déjà sur le terrain. Nous sillonnons déjà à Abidjan. Vous avez fait quoi exactement sur le terrain? Nous sensibilisons la population aux bienfaits des actes que le RHDP pose à travers les actions du gouvernement. Voyez-vous comment le pays est en chantier. Voyez-vous Abidjan. Voyez-vous un peu le travail extraordinaire abattu par le président de la République, M. Alassane Ouattara. Voyez-vous le travail extraordinaire abattu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vous voulez que nous soyons insensibles à cela? J'ai dit non, madame. Nous, notre rôle là, c'est de dire quand c'est beau, c'est beau. Alors, est-ce que la 2AFESI a-t-elle l'ambition de se muer en parti politique à l'approche de 2020? Ce n'est pas moi qui décide, madame. Non, mais je vous pose la question. Non, pour le moment, j'ai un mandat qui est simple. Soutenir les actions du RHDP. Je m'en tiens à ce mandat en tant que président. S'il y a autre mandat, nous allons nous asseoir en AG, en congrès pour décider, madame. Ce n'est pas ici, à mon non, je vous pose la question, mais déjà, c'est pas parce que c'est pas que vous me donnez une réponse, je sais pas. Mais je veux dire, est-ce que déjà, dans la perspective de vous construire, d'être un bloc politique, est-ce que vous avez pensé à vous muer en parti politique? Parce que madame, je vous ai répondu. Vous êtes passé de l'association à un mouvement politique. Oui, mais maintenant, d'un mouvement politique peut-être à un parti politique. Je vous ai déjà répondu. J'ai dit, pour le moment, le mandat que j'ai, c'est de soutenir les actions du RHDP. Madame. Alors, selon vous, qui pourrait être le candidat idéal pour défendre les couleurs du RHDP en vue d'une victoire certaine du parti, peut-être à la présidentielle de 2020? Au moment opportun, le RHDP décidera. Mais vous êtes un homme éclairé. Madame, je ne sais pas sur ce plateau-là, je vais dévoiler le candidat du RHDP. Mais qui pourrait? Le meilleur d'entre les aînés. Le meilleur. Alors, Chion Faustin Goyi Drigoné Bidi Faya, n'est-ce pas? Oui. Merci pour vos contributions au débat qui anime l'actualité politique ivoirienne. Vous êtes le président de la 2AFESI RHDP, l'amicale des anciens de la FESI pour le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, mesdames et messieurs. Alors donc, merci d'être venus à Instant Vérité expliquer vos motivations, vos choix relativement à votre posture politique de votre association, la 2AFESI RHDP. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de Instant Vérité. Merci de rester avec nous. Matin Bonheur continue avec Alix et Marco. Ils vous retrouvent tout de suite après la publicité. Retour sur le plateau, Matin Bonheur, après bien sûr la rubrique Instant Vérité. Merci à Gabriel Zani pour cet avant-dernier Instant Vérité de la saison. Matin Bonheur se poursuit dans un instant seulement. Nous allons recevoir notre invité, M. Herman Kofi. Il est spécialiste donc, des ressources humaines, expert en ressources humaines. Avec lui, nous allons parler de la compréhension de la rémunération totale. Quels sont ces calculs-là, des fois qu'on ne comprend rien du tout, pour aboutir à notre salaire? C'est vrai que nous, parfois, ce qui nous intéresse, je dirais même le plus souvent, c'est le résultat final. Vous savez, ce qui est inscrit en bas, le net à payer. Mais bon, avant ça, pour aboutir à ce net à payer, à tout ça, il faut des calculs. Et on va tout comprendre avec M. Herman Kofi, juste après ceci. La rémunération, c'est une récompense que l'on a après le fruit de travaux qu'on effectue dans une entreprise ou dans une activité qu'on opère. La rémunération totale, pour moi, doit comporter la couverture santé, l'éducation des enfants, le bien-être de la famille, le quotidien de la famille, la vie sociale, le bien-être social, c'est-à-dire une maison, au moins un petit véhicule, se déplacer. Les entreprises évoluent dans un marché concurrentiel qui doit sans cesse prendre en compte les tendances du marché ainsi que les attentes des personnes qu'elles emploient. Et qui dit employé pense automatiquement salaire. En la matière, l'entreprise opte de plus en plus pour la rémunération totale. C'est l'ensemble des avantages pécuniaires, matériels et autres formes de récompenses reçues par l'employé. Quand on parle de rémunération totale ou globale, c'est un ensemble de rémunération, c'est un ensemble d'éléments qui en fait vont au-delà du salaire de base, du salaire
et des avantages sociaux qui sont prévus. Donc, vous avez les avantages en numéraire, vous avez les avantages, ce qu'on appelle les sur-salaires, vous avez les avantages matériels. Tout ça fait partie de la rémunération. Par exemple, quand on dit, on vous donne un véhicule de fonction, on vous donne un véhicule de service, on vous donne une dotation téléphonique, on vous prend en charge vos enfants, leur scolarité, une partie de leur scolarité, une partie de la prise en charge médicale, tout ça, en réalité, quand on met tout ça bout à bout, vous avez un salaire qui est fixé, je dirais un montant qui vous est donné, on vous dit, vous êtes payé à 700 000. Mais en réalité, quand on met à côté des 700 000, on met les avantages que vous avez, les avantages sociaux, les avantages que vous avez par rapport au rendement, par rapport à la production, par rapport même à la spécificité de votre fonction dans l'entreprise, on se rend compte qu'en réalité, vous êtes payé à plus d'1 million, 2 millions, 3 millions. Pour assurer sa compétitivité, l'entreprise doit rationaliser les coûts. Le DRH dispose à cet effet de diverses fiches pratiques. Celui qui a droit à la rémunération, d'abord le travailleur. Voilà, tout travailleur a droit à une rémunération. Voilà. Maintenant, plus, lui qui travaille bien, lui qui est performant au travail, c'est-à-dire qu'on voit son rendement, on voit que son rendement est plus, bon, il se donne à fond dans son travail. Moi, il mérite une rémunération. L'objectif de la rémunération totale, c'est véritablement d'attirer les compétences, d'attirer les meilleures compétences. En même temps, de leur montrer que le salaire que vous percevez, à côté du salaire que vous percevez, et des avantages qui sont généralement affectés au salaire qu'on connaît, parce que les avantages qui sont affectés au salaire qu'on connaît, on sait que vous avez une prime de rendement, vous avez une prime de logement, vous avez une prime de fonction, vous avez une prime de service. Vous avez un certain nombre de primes déjà prévues par la convention collective ou par le droit du travail. Parce qu'on dit, par exemple, il y a un salarié qui occupe un poste de responsabilité, il y a une prime de responsabilité qui va avec, il y a une prime de fonction qui va avec, il y a une prime de salissure en fonction de l'activité qu'il a. En Côte d'Ivoire, le salaire minimum d'un employé est d'environ 60 000 francs CFA. La rémunération, outil essentiel à l'efficacité sociale et organisationnelle d'une entreprise, est fixée en tenant compte du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise, de l'âge de l'organisation et surtout du niveau de rentabilité de la société. Et voilà, de retour donc sur le plateau, on aimerait aussi s'excuser par rapport aux images publicitaires dans cet élément, indépendant de notre volonté. Revenons donc au sujet du jour, comprendre la rémunération. Notre invité est en plateau avec nous. Bonjour Monsieur Kofi. Bonjour Alix. Bienvenue. Bonjour Marcellin. Alors, on va commencer par les définitions d'usage. Qu'est-ce que c'est que la rémunération totale? Alors, merci pour l'occasion que vous me donnez de traiter ce thème qui est un thème très délicat en entreprise. Alors, parler de rémunération totale, nous sommes en train de parler de la rémunération dans son sens le plus large. Alors, la rémunération totale, c'est l'ensemble des éléments pécuniaires et les avantages de toutes sortes qu'un employeur offre à ses travailleurs en contrepartie de leur force de travail. Alors, cette rémunération-là peut être matérialisée dans un contrat de travail, comme elle peut ne pas l'être. Vous prenez par exemple, l'environnement de travail n'est pas matérialisé dans un contrat de travail. Vous prenez par exemple la qualité du management n'est pas matérialisée dans un contrat de travail. Mais par contre, quand vous prenez les salaires et les primes indemnités, cela est matérialisé dans un contrat de travail. Alors, donnez-nous, monsieur, la nomenclature exacte. Parce que j'ai entendu quelque chose tout de suite qui m'a fait sauter. La qualité du management, c'est une rémunération aussi. Effectivement. Donc, quand votre manager ou vos managers ne sont pas up-to-date, ça veut dire que vous êtes mal rémunéré. On peut dire ça comme ça? On peut le dire ça comme ça, entre griffes. Mais je vais expliquer ça. Alors, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est qu'en termes de rémunération totale, vous avez trois structures. La nomenclature. Voilà, la nomenclature. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les salaires et primes indemnités, qui sont les éléments que le salarié reçoit directement sur son bulletin, c'est les éléments en espèces. Vous avez ce qu'on appelle les avantages tangibles, ce sont les biens ou services qu'on peut évaluer, dont on peut évaluer la valeur financière. Vous avez par exemple un véhicule de fonction, vous avez un ticket de resto qui est offert par l'entreprise. Des primes. Voilà, vous avez une retraite complémentaire qui est offerte par l'entreprise. Troisième chose dont je parlais tout à l'heure, ce sont les avantages intangibles qu'on ne peut pas évaluer financièrement. Vous avez la culture d'entreprise. Vous avez l'environnement dans lequel le travailleur évolue, vous avez la
qualité du management, c'est-à-dire les relations entre un responsable hiérarchique et son collaborateur, sont des éléments qui font partie de la rémunération totale au sein d'une entreprise. Ça veut dire que vous pouvez avoir 1 million, 3 millions, 4 millions, 5 millions par mois, mais si la culture d'entreprise n'est pas vraiment majuscule et si l'environnement dans lequel vous gravitez vraiment est hostile à votre épanouissement et si la qualité du management, vraiment, c'est pas ça, on peut vous considérer comme étant mal rémunéré. Effectivement. C'est-à-dire, vous voyez, les études montrent que la majorité des personnes qui démissionnent, quand vous leur posez des questions, généralement, c'est sur la qualité des rapports, la qualité des relations, l'environnement de travail, qui est un élément très important dans une politique de rémunération, dans la mise en place d'un système de rémunération que tout employeur doit prendre en compte. Ce n'est pas seulement la partie pécuniaire, les espèces qui comptent. Il y a à côté de cela tous les avantages intangibles qui sont des éléments importants dans une politique de rémunération. Pour ainsi dire, il faut vraiment porter les habits de l'entreprise quand on arrive et puis laisser toute suspicion hors de la... Effectivement, parce que la politique de rémunération veut donner des signaux. Des signaux à qui? Des signaux à des salariés, à des candidats, des signaux à la société en termes de marque employeur. Donc, tous ces éléments doivent être pris en compte. Alors, dites-nous, quel est le cadre légal de la rémunération dans notre pays? Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons les articles 31 qui parlent de la rémunération. Vous avez le principe du respect du SMIC, qui est aujourd'hui, comme le documentaire le disait, de 60 000 francs. Vous avez les minima catégoriels qui sont définis. Et vous avez à côté de ça le principe de non-discrimination qui dit à travail égal, salaire égal, quel que soit... Oui, effectivement. À travail égal, salaire égal, quel que soit le sexe. C'est ce que la loi dit. Hein. C'est ce que la loi dit. C'est catégorisé en fonction des postes, des corps de métier, c'est ça? Non. La loi nous dit à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, et vous avez le même poste, vous avez le même diplôme, vous devez avoir la même rémunération. Voilà. La seule chose qui pourrait justifier une différence de rémunération, certes, il y a l'ancienneté, mais il y a la performance. Si l'autre est plus performant que vous, c'est sûr que vous n'allez pas avoir la même rémunération en termes de performance. Mais cette performance est mesurée par des indices objectifs. Effectivement, il y a un système d'évaluation qui est mis... Il y a tout un système d'évaluation qui est mis en place par les contrats objectifs qui sont pris en compte au début d'année. Après, il y a une évaluation qui est faite, un entretien d'évaluation avec son manager pour pouvoir vraiment reconnaître les meilleurs... Sur des bases objectives. Effectivement. Effectivement. Alors, M. Kofi, quels sont les éléments qui permettent de déterminer la rémunération d'un travailleur en entreprise? Alors, beaucoup de facteurs peuvent permettre de déterminer la rémunération d'un travailleur en entreprise. Nous allons citer quelques-uns. Vous avez le diplôme. Le diplôme peut permettre de déterminer le niveau de rémunération d'un travailleur. Vous convenez avec moi que quelqu'un qui a un BTS et quelqu'un qui a un Master 2 n'auront pas la même rémunération en entreprise. Vous avez les exigences du poste. Les exigences du poste peuvent déterminer aussi une différence de rémunération. Vous avez aussi le niveau de compétence qui est demandé pour un poste, le niveau de compétence du travailleur. Et vous avez aussi la performance du travailleur, la performance qu'il va vraiment apporter à l'entreprise. Tous ces éléments-là permettent de pouvoir déterminer la rémunération d'un travailleur. Mais à côté de ça, nous avons aussi le prix de l'emploi sur le marché aussi. Voilà. Il faut regarder cela parce que si vous décidez de rémunérer au minima catégoriel pendant que votre concurrent, lui, il est au-delà des minima catégoriels, c'est sûr qu'il va débaucher tous vos salariés. C'est clair. Voilà, donc c'est toute une structure à mettre en place. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de concurrence et rémunération? Alors, vous, en tant que DRH, quelle est pour vous la ligne la plus attractive pour une entreprise pour avoir une rémunération vraiment qui respecte à la fois le genre, qui respecte à la fois l'épanouissement, l'environnement et puis aussi la culture du management? Ok, alors merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, vous avez les obligations réglementaires qu'il faut respecter, notamment sur le principe de non-discrimination. Ça, ce n'est pas à négocier. L'employeur est tenu de respecter ses obligations. Deuxième chose, quels sont les objectifs recherchés par l'organisation en termes de rémunération? Est-ce que je vais attirer des gens, des candidats dans mon entreprise? Est-ce que je vais fidéliser mes collaborateurs qui sont sur place? Donc, à partir des éléments de votre politique et stratégie d'entreprise, vous avez déterminé la politique de rémunération de votre entreprise. Je donne un exemple très simple. Si vous êtes à une entreprise qui est en stade de déclin, vous n'allez pas chercher à rémunérer les gens à un haut niveau parce que vous avez réduit les coûts. Mais par contre, si vous êtes une entreprise qui est au démarrage de son activité ou qui est en pleine croissance, votre politique de rémunération, vous allez chercher à attirer les meilleurs pour votre croissance. Voilà. Ouais, c'est le cas de certaines sociétés qui sont en pleine croissance aujourd'hui, qui ont une politique de rémunération vraiment au-delà du marché.
Voilà. Alors, parlons toujours de ce même cas-là. Est-ce que la mutation d'une grille à une autre est encadrée et sous combien de délais? Alors, ce qu'il faut savoir sur les grilles salariales, c'est que la réglementation nous donne des minima catégoriels, voilà, qui sont le cas dans lequel nous pouvons évoluer. Mais les entreprises aujourd'hui, par rapport à la compétitivité ou l'attraction, la fidélisation de certains salariés, décident de pouvoir aller au-delà des minima catégoriels. Et pour pouvoir être attractives, notamment sur les compétences, les meilleures compétences sur le marché, ils partent au-delà de ces minima-là. Et ils rémunèrent, ils rentrent dans ce qu'on appelle la rémunération globale, qui va au-delà de tout ce qui est pécunier, et qui va partir dans les avantages tangibles, les avantages intangibles, comme je le disais tout à l'heure. Monsieur Kofi, est-ce que l'uniformité de la grille est une utopie dans une entreprise? Par exemple, dans le privé ou bien dans le semi-privé, je sais pas, dans les sociétés mixtes, est-ce qu'on peut tendre vers une uniformité, savoir que oui, ici, de tel niveau à tel niveau, voilà, on a ça? Parce que dans nos entreprises, Monsieur Kofi, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits. On vous recrute, on ne sait pas, dans le bureau, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, on ne sait pas ce qui se dit. Et puis, normalement, la fiche de... Comment on dit ça? La fiche de salaire, c'est ça, non? Le bulletin de salaire est individuel. Mais dans les entreprises, tout le monde sait ce que l'un ou l'autre gagne. Alors, comment on peut faire pour lutter contre tout ça? Alors, première chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir... Votre orientation au niveau de la politique de rémunération. Est-ce que vous décidez de communiquer sur votre politique de rémunération ou est-ce que vous décidez d'en faire un sujet tabou? D'abord. Voilà. Ça, c'est ça d'abord. Alors, si je décide de communiquer sur ma politique de rémunération, c'est que je vais envoyer des signaux à des personnes bien précises. Ça peut être les candidats à l'embauche, ça peut être des collaborateurs qui sont en interne que je veux fidéliser, qui sont très performants et très compétents. J'envoie des signaux à travers ma politique de rémunération. Deuxième chose, je peux en faire un sujet tabou, je n'en parle pas, soit parce que ma rémunération n'est pas compétitive sur le marché, soit à raison ou à tort, l'employeur peut décider de ne pas en parler de sa rémunération. Mais ce qui est conseillé généralement dans les cas d'entreprises compétitives, c'est qu'il faut communiquer sur sa politique de rémunération. Parce qu'elle vous permet de pouvoir attirer, elle vous permet de pouvoir fidéliser, elle vous permet de pouvoir atteindre les objectifs, de mobiliser le personnel pour pouvoir atteindre les objectifs. Maintenant, s'agissant de la grille de salaire, comme je disais, l'entreprise est tenue au minima catégoriel. Voilà. Mais par rapport au principe d'équité dont la loi parle, il faut que les matrices d'augmentation, les principes d'augmentation soient communiqués, soient connus de chaque salarié. Voilà. Enfin, de ne pas qu'il y ait des perceptions d'iniquité au niveau de l'organisation. Mais les entreprises où ça monte, c'est comme les battements cardiaques. C'est clair. C'est comme les indications des battements cardiaques, ça monte, il y a des disparités flagrantes. Qui ne respectent aucune règle. Effectivement. C'est mon ami, il est dans une autre entreprise. Quand il arrive, il a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Il y a un fossé. Il a un salaire même qui n'est même pas compris dans la grille normale. Il y a un fossé même qui est comme le Grand Canyon du Colorado. Oui, ça, je comprends en fait. Vous avez besoin, par exemple, il y a le ratio contribution-rétribution. Mais en même temps, l'employeur a besoin de compétences clés. Si l'employeur estime qu'il y a un candidat qui a une compétence clé qui veut débaucher, vous imaginez, il va débaucher la personne qui a une rémunération dans son entreprise. Il arrive et il a besoin d'avoir une rémunération plus intéressante, plus conséquente pour pouvoir démissionner de l'entreprise et venir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il faut éviter qu'il y ait des perceptions d'iniquité en matière de rémunération. À partir du moment où quelqu'un qui occupe un poste, ou deux personnes qui occupent un poste, ont le même diplôme, ont la même compétence, ont la même performance, un a une rémunération supérieure à l'autre, il y a une perception d'iniquité et ça peut créer un problème dans la politique de rémunération. Ça peut créer un problème de rotation, un problème de démission. Mais dans des entreprises, M. Kofi, ils ont trouvé la formule. Ils vont dire, bon, ok, puisque c'en est ainsi, M. X, M. Y, ils ont le même salaire. Mais là où il y aura le X, c'est ce dont on a parlé, les avantages. L'autre aura des avantages, l'autre aura des primes, mais on va toujours s'arranger avec la comptabilité ou les ressources humaines pour faire passer ça de façon officielle. Comme bien, alors qu'en bas, il y a tout un fossé, comme je disais, large comme le Grand Canyon du Colorado. C'est ce que je disais. Le principe est clair dans l'article 31, à travail égal, salaire égal. À partir du moment où c'est principe, voilà, normalement, la seule différence qui peut se faire, comme je le disais tantôt, c'est sur la performance. Si l'autre a performé que vous, c'est sûr qu'en termes de rémunération variable, il aura une rémunération qui sera supérieure à la vôtre. Il faut des instruments objectifs pour quantifier, qualifier la performance. Parce qu'il y a performance
Il y a performance pour l'entreprise, il y a performance pour le patron seul. C'est ça. L'enjeu aujourd'hui, hein. L'enjeu pour l'organisation, c'est de mettre en place des critères transparents, des critères fiables, des critères qui permettent, qui orientent sa politique de rémunération, des critères qui sont partagés par l'ensemble de l'entreprise, des critères qui véhiculent le message que l'entreprise veut transmettre aux travailleurs. Voilà. Monsieur Kofi, l'incidence de la hiérarchie dans ce système-là, je prends un exemple. Hein. Quand un subalterne est plus payé que son directeur, est-ce que c'est normal ou ça répond à quelque chose d'encadré? Alors, la première des choses que je ferai en tant que DRH, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un subalterne est plus payé que son collaborateur. Alors, partant d'abord de la grille, un subalterne ne peut pas être plus payé que son salaire quand vous partez d'une grille de salaire. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une anomalie. Ça, ce n'est pas possible. À partir de ce moment-là, il y a une anomalie. Maintenant, des accessoires, sur les accessoires de rémunération, notamment sur la performance. Si le subalterne a performé, il avait un objectif de performance où, à la clé, il avait 2,5 millions ou 3 millions, c'est sûr qu'il peut avoir plus de rémunération que son responsable hiérarchique, peut-être qu'il n'a pas été performant. Voilà. Parce qu'il y a la rémunération de la performance individuelle, mais il y a la rémunération de la performance collective. Sur la performance individuelle, peut-être que ce collaborateur-là a véritablement travaillé, il a vraiment performé, il a su performer, pour le dire. Alors moi je prends un cas concret parce qu'ici on aime ça, on aime ce qui est pragmatique. Un employé qui a un diplôme de cadre mais qui fait un métier où il est constamment debout. Et un autre qui a le même diplôme, qui est dans un bureau avec une secrétaire, tout ça pour les besoins du travail, et l'autre, il est constamment sur le terrain. Ils n'ont pas la même rémunération. Est-ce que c'est normal? Alors, c'est ce que je disais, à travail égal, salaire égal. Si l'entreprise décide de rémunérer le poste ou la personne, il y a des entreprises qui rémunèrent la personne, ça existe. Ou vous essayez de rémunérer le poste ou le niveau d'études, le niveau académique, dans ce cadre-là, à niveau académique égal, vous serez rémunéré de la même manière. Mais si vous décidez de rémunérer la personne, c'est la personne que vous rémunérez. Donc, c'est sûr que deux personnes ayant le même diplôme n'auront pas la même rémunération. Et ça, c'est un choix qui est fait. Voilà, c'est un choix de l'employeur. Mais dans le cas, quand on veut, par exemple, attirer une pépite qui est chez le concurrent, là, on peut mettre tout ça dans la balance. Oui, non, même quand vous voulez attirer une pépite qui est chez le concurrent, il faut tenir compte du principe d'équité. Voilà, parce que vous avez d'autres salariés qui sont là. Bien sûr. Voilà, à compétence égale. Ils ont les mêmes diplômes et vous faites venir quelqu'un, vous lui donnez une autre rémunération supérieure à ces personnes-là. Il y a d'autres outils de rémunération qui permettent de pouvoir faire la différence entre ces personnes-là. Voilà. Et à ce niveau, c'est un choix qui est fait au préalable et qui n'est pas changeable en cours de route. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le caractère, il y a la fixité des éléments de rémunération, il y a le caractère permanent. Alors, donc c'est pour ça que de plus en plus, pour pouvoir atteindre les objectifs des entreprises, nous orientons vers la rémunération du variable individuel. On peut vous proposer par exemple un bonus sur un objectif. Alix, vous atteignez vos objectifs, en fin d'année, vous avez 5 millions ou 10 millions voilà, dans l'année. Ça, c'est variable. Ce n'est pas atteint, vous ne l'avez pas. Ça n'a pas un caractère permanent, donc ça ne pèse pas sur les charges d'exploitation de l'organisation. Voilà. Alors, M. Kofi, on a remarqué que la rémunération est considérée souvent comme un sujet tabou dans certaines entreprises, notamment dans nos pays au sud du Sahara. C'est ça. C'est dû à quoi? Qu'est-ce que vous, en tant que responsable des ressources humaines, vous pouvez faire avec vos pairs, par exemple, pour que l'argent puisse être démystifié, décomplexé. Effectivement, malheureusement, le but des choses, la rémunération est considérée comme un sujet tabou. Même dans les couples, vous voyez que même monsieur et madame, personne ne connaît le salaire de l'autre. Et ça fonctionne comme ça. Donc c'est pareil comme entre l'entreprise et puis le salarié, il y a des sujets tabous. Mais sur la question, vous avez deux types d'employeurs. Déclarez-vous bien. Vous avez deux types d'employeurs. Vous avez des employeurs qui décident de communiquer sur la rémunération, sur la politique de rémunération. Par exemple, on sait que les directeurs dans cette entreprise ont ceci, les sous-directeurs ont ceci, les chefs de service ont ceci, et ceux qui entrent en premier... En termes d'avantages. Voilà. En fait, vous avez des employeurs qui décident de communiquer sur la politique de rémunération, qui valorisent chaque composante de la politique de rémunération. C'est l'idéal? Pourquoi ils le font? C'est l'idéal. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent attirer des gens, ils veulent fidéliser les gens, ils veulent donner un signal. Il y a la théorie des signaux. Ils veulent donner un signal à certaines personnes, notamment les candidats à l'embauche, notamment les gens qui sont en interne. Vous pouvez décider, par exemple, de valoriser la culture de votre entreprise à travers la politique de rémunération. Vous pouvez décider, par exemple, de valoriser certains comportements de management à travers la politique de rémunération. Tout dépend de l'employeur lui-même. Vous avez, deuxièmement, un type d'employeur qui décide de ne pas communiquer sur sa politique de rémunération, à raison ou à tort.
Mais les risques, c'est que vous n'êtes pas attractif en matière de rémunération. C'est sûr que quand vous ne communiquez pas, aucun candidat ne sait ce que vous donnez comme rémunération. Ils estiment qu'il y a un problème d'équité, la perception n'est pas bonne sur votre politique de rémunération. Mais à partir du moment où les composantes de vos politiques de rémunération sont conduites des parties prenantes, vous pourrez facilement embaucher, vous pourrez facilement fidéliser les salariés. Monsieur Kofi, parlons de la fixation des salaires. Hein. Quand on était encore, on s'en souvient, sur les bancs de la fac, on avait le doux rêve de se dire qu'il y avait des propositions qui étaient faites et puis on pouvait négocier ça et là pour trouver un consensus. Aujourd'hui, c'est fixé par l'employeur et puis bon, c'est à prendre ou à laisser. Est-ce que c'est normal? Alors, la fixation, l'employeur fixe une rémunération de base. Vous avez une plage catégorielle très souvent, qui part d'un élément, d'un minima à un maximum en passant par une rémunération médiane. Alors vous, en tant que travailleur, vous venez offrir vos compétences à un employeur. Alors vous avez la latitude, sinon vous avez l'obligation de négocier votre rémunération. Quand vous connaissez vos compétences, quand vous savez que vous êtes bon, quand vous savez que vous avez des compétences vraiment qu'on ne trouve pas comme ça sur le marché. À partir de ce moment, quand vous êtes face à un employeur dans le cadre d'un recrutement, vous négociez votre rémunération, très clairement. Voilà. Vous ne pouvez pas prendre une rémunération parce qu'un employeur vous la propose. Il peut vous la proposer. Vous dites OK. Mais moi, j'estime que ma valeur, que la contribution que je vais apporter à votre entreprise là, ne mérite pas ces rétributions-là. Voilà ce que je propose en termes. C'est une négociation qui s'est faite au fil de l'eau jusqu'à ce que vous tombiez sur un compromis. Voilà. Alors, un employé lambda, vu ses compétences, peut vraiment aller voir son responsable hiérarchique suprême pour lui dire, ah, vraiment, vous lui dire ce que vous venez de dire là, par rapport à mon évolution, par rapport à mes états de service, à mes diplômes, voici ce à quoi j'aspire. Est-ce que ça ne paraît pas prétentieux, c'est des choses normales? Alors, vous savez, dans les entreprises, en cours d'année, il y a ce qu'on appelle la revue du personnel, le People Review, ou l'entretien d'évaluation. Ça, c'est dans quelles entreprises ça? Voilà. Mais oui, bien toutes les entreprises font ça. C'est des entreprises normales. Une entreprise qui veut atteindre ses objectifs est obligée en début d'année de pouvoir fixer les objectifs aux salariés. Sinon, on navigue à vue. On ne sait pas où on va. Avec des moyens conséquents. Parce qu'une chose est de fixer des objectifs, et puis une chose est de mettre à disposition des choses assez concrètes pour que les employés puissent être plus épanouis en atteignant ces objectifs. C'est tout un processus. Objectif, moyen, réalisation, reconnaissance. Voilà. Et pas objectif moyen pour d'autres et objectif demi-moyen pour certains. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs comme ça. Pas les moyens, c'est pas possible. Ça, c'est clair. Voilà. On vous dit d'aller d'un point A à un point B, qui vous fait 10 km en 5 minutes. Si vous n'avez pas un véhicule, vous ne pouvez pas le faire. On vous dit de faire le 100 mètres avec Usain Bolt et on vous coupe les pieds. C'est un peu la même chose. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Donc, pour dire, il y a les moyens qu'il faut mettre à la disposition des personnes, leur donner des objectifs, et cela leur permet de pouvoir atteindre leurs objectifs. De votre avis général, est-ce que les entreprises ivoiriennes respectent ce que vous dites là? Sont dûment constituées dans ce sens-là pour pouvoir respecter le cadre de la rémunération? Alors, pour ma petite expérience, les entreprises que j'ai côtoyées, vous avez deux types d'entreprises. Les entreprises qui sont bien organisées, qui ont mis en place un système d'évaluation qui, à la fin, vous avez une rémunération qui est octroyée. Sont les plus nombreuses? Vous avez, j'en viens, vous avez par exemple des entreprises qui ont des grilles de salaire bien élaborées, les critères sont bien définis, mais à côté, vous avez un secteur informel où il n'y a aucun critère qui définit les rémunérations et certaines rémunérations sont souvent données comme ça et il y a une perception d'inéquité, il y a beaucoup de problèmes dans ces entreprises. Et dans la balance qui est plus nombreux? Je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas vous donner les chiffres aujourd'hui, mais je pense que l'inspection du travail qui doit s'assurer de la mise en œuvre des minima catégoriels doit pouvoir avoir les chiffres sur ces trucs-là. Voilà. Et concernant ces questions, on a tendance à penser que le secteur privé est mieux loti que le secteur public. Est-ce une vérité absolue? Alors, ça dépend. De quoi? Vous avez des secteurs publics qui sont bien lotis. Vous avez des secteurs privés qui sont aussi bien lotis. Et vous avez des secteurs privés qui sont mal lotis. Et vous avez des secteurs... Pour quelqu'un qui donnait ça à l'inspection du travail, apparemment, vous avez vos propres statistiques. Hein, on constate ça. Ben oui, c'est l'expérience. Vous voyez, quand vous êtes dans un réseau de ressources humaines, vous causez avec certains de vos pairs, vous avez des informations par-ci, par-là. On va se rapprocher de vous. Et dans nos enquêtes, nous constatons tout ça aussi. Alors, M. Kofi, pour terminer, comment comprendre la rémunération totale? J'ai envie de vous demander, est-ce que finalement la rémunération, c'est un état d'esprit? C'est un état d'esprit. Hein?
ce n'est pas forcément quelque chose de mercantile, de l'argent, mais c'est un feeling, quoi. C'est-à-dire, il y a l'argent qu'on va vous donner, ce qu'on va calculer, mais il y a ce qu'on ne pourra pas calculer aussi, mais qui est aussi déterminant. Ça, c'est bien résumé. Vous avez le contrat de travail qui comprend certains éléments de rémunération, salaire de base, ainsi de suite. Mais vous avez derrière un contrat psychologique. Quand je parle de la qualité du management, quand je parle de la culture d'entreprise, quand je parle de l'environnement de travail, ce n'est matérialisé dans aucun contrat de travail du salarié. Voilà. Mais tous ces éléments sont à prendre en compte dans une politique de rémunération. Et au-delà, parlons toujours de la psychologie, la rémunération détermine le train de vie et le niveau de vie que les personnes ont et c'est très important. Effectivement. Faire attention. Voilà, merci. Et le genre dans tout ça, les femmes, est-ce qu'elles ne sont pas lésées? Est-ce qu'elles ne constituent pas de plus en plus la dernière roue du carrosse? Alors, l'une des batailles de l'OIT aujourd'hui, c'est à salaire égal. À diplôme égal, salaire égal. Voilà. Donc, c'est vraiment le fer de lance de l'OIT. Vous avez des indicateurs sur ces points-là qui sont regardés chaque mois dans certaines entreprises, notamment la différence entre la rémunération des femmes et la rémunération des hommes. Voilà. Donc, c'est vraiment regardé de près par certains organismes internationaux. Le moins qu'on puisse dire, M. Kofi, c'est que désormais, Alix et moi, on va regarder nos bulletins de salaire de notre œil. Merci d'être resté avec nous, M. Kofi. Je rappelle qu'avec vous, nous évoquions la compréhension de la rémunération totale. Christelle Akous a réalisé cette émission. Alix, c'est fini. Et oui, c'est terminé pour aujourd'hui. On se revoit demain mardi.